Ça témoigne en tout cas du fait que l'usage de la notion de résilience intéresse ou interpelle les gens sans doute de plusieurs manières. Et on vous propose d'entamer, de vous présenter un travail exploratoire et d'entamer un débat sur les questions que nous nous sommes posées, c'est-à-dire la façon dont la diffusion de cette notion de résilience modifie peut-être les rôles des intervenants dans le développement, de l'aide internationale, et aussi la façon dont les problèmes sont qualifiés et dont les solutions sont identifiées. Que ça a comme incidence cognitive et pratique. Alors on a préparé ce travail et on est content d'avoir cette étape aujourd'hui de discussion et de retour. Originellement, pour l'échéance de la conférence internationale sur la résilience dont Arlène a parlé, qui est organisée par François ici. Et plus précisément, ça s'inscrit dans une session qui s'intitule « Résilience et développement ». Justement, on va parler des différentes manières dont ces deux champs de connaissances et de travail s'articulent aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une étape pour notre travail, et puis ce qu'on vous présente c'est plutôt le démarrage de quelque chose que l'aboutissement d'un programme de recherche. Alors je vais juste introduire et puis on va se relayer pour aborder les différentes parties de notre exposé. Alors comme Arlène l'a dit, la notion de résilience elle semble devenue incontournable, en tout cas elle est très diffusée à différents niveaux d'intervention du développement, des niveaux des programmatiques, des agences d'aide, l'intervention de terrain des projets ou des programmes de développement, et naturellement aussi les milieux de l'expertise et de la recherche sont en train de construire des raisonnements et des discours sur cette notion. Et on s'est donc demandé ce que ça modifiait dans nos façons de voir et dans les actions, dans le reformatage de l'aide internationale. Alors, pour comprendre comment la notion s'est inscrite dans le champ du développement, on a voulu d'abord situer son émergence de façon plus générale dans la littérature. Donc, on a fait un travail bibliographique et bibliométrique, et une analyse des courants, des périodes. On s'est posé un peu des questions aussi sur les raisons pour lesquelles ça avait eu ce succès à ce moment-là. C'est Denis qui va vous présenter ça pour commencer. Et puis on s'est intéressé aussi à la façon dont ça s'exprimait vraiment dans le milieu du développement, et puis les justifications des promoteurs de cette notion dans le développement et dans l'humanitaire aussi. C'est Benoît qui va expliquer cet aspect-là. Et on se demande aussi quelle continuité en fait ça véhicule et quel changement ça véhicule, à partir de quelques données empiriques, tirées principalement du domaine du pastoralisme. Moi, je présenterai quelques exemples là-dessus. Et on termine par des pistes, puisque c'est un travail exploratoire, et des pistes dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que ça transforme, est-ce qu'on assiste quand même à quelque chose de neuf, et quoi? Donc là on a des propositions à faire. Et puis en termes de programmes de recherche en sciences sociales aussi, il me semble qu'il y a des choix à faire à certains moments, et qui ne sont plus possibles au-delà d'un certain stade. Donc on essayera de situer ce moment possible de bifurcation ou de choix en termes de recherche en sciences sociales. Je vous ai parlé de la méthode, il faut préciser aussi les limites de ce travail, au-delà du fait que c'est un démarrage, mais on ne s'est pas étendu sur les innombrables
définitions et débats théoriques sur le sens de la résilience, de la vulnérabilité. Enfin, il y a énormément de littérature là-dessus. Il y a même une revue qui s'appelle Résilience qui vient d'être créée. Il y en a énormément dans toutes les revues qui traitent des systèmes écologiques et sociaux et du couplage entre ces systèmes. Donc ce n'était pas notre propos. On ne s'est pas non plus étendu sur la genèse, les transformations de sens depuis que la résilience s'appliquait à la métallurgie au milieu du XXe siècle et à la résistance de l'acier. On n'est pas entré dans la transformation de ces champs-là, même si on les évoque. Et puis, bon, ben voilà, je passe la parole à Denis, je crois. Et on se succède. Alors, donc on a été un peu intrigué par cette notion, comme vous d'ailleurs, hein, si vous êtes là, je suppose. Et une des premières choses qu'on a essayé de faire, de ressentir et qu'on a constaté, c'est que cette notion de résilience, bon, c'est peut-être une évidence pour certains, mais ça n'était pas clairement pour nous. C'est une notion qui, évidemment, évolue dans le temps, a des multiples définitions, donc ça a déjà été dit. C'est aussi une notion qui à la fois qualifie des objets, des individus, des systèmes, des démarches, des processus. Voilà, donc voilà, il faut prendre en compte aussi cet élément, hein, cette dimension très multi-adaptative, si je puis dire, de la notion en elle-même. Alors, non pas pour réduire la discussion sur le sens, mais pour essayer d'éclaircir un peu grossièrement les choses, certains estiment qu'il y a trois grands registres de sens pour la notion de résilience. Hein, je ne sais pas s'il faudra les discuter, peut-être. Le premier est lié effectivement à la physique, chimie des matériaux, hein, qui est plutôt la question du retour à l'état normal. Hein, l'idée de dire, voilà, un objet, un matériel subit un choc et comment il revient à son état normal, sachant que toute la discussion porte après sur qu'est-ce que c'est un état normal, etc. Le deuxième grand registre de sens, c'est plutôt lié à une approche systémique, donc qui s'intéresse aux fonctions, donc là qui résonne en disant, toujours sous le même paradigme général, quelque chose reçoit des chocs, et comment il peut maintenir ses fonctions, hein, au-delà des chocs. Donc là, c'est un peu différent de la première. Et le troisième grand sens qui est porté, entre autres par les collègues là, de Resilience Alliance, si j'ai bien compris, c'est plutôt une version un peu complexifiée et améliorée, probablement de la deuxième, qui est plutôt une résilience des systèmes qui s'adaptent et qui évoluent, pas forcément qui maintiennent leur fonction, mais qui se recomposent, disons, sous l'influence des chocs. Alors, sur la largeur des définitions, évidemment, c'est lisible, mais c'était juste pour vous montrer. Là, il y a 21 définitions qui est proposée dans un article, par exemple. Alors, des collègues, ensuite, font une synthèse de ces 21, ils arrivent à 7 définitions. Donc, je ne rentre pas dans la définition, c'est pour vous montrer que ça donne lieu à une très large littérature foisonnante. Là, du côté des collègues écologues, bon, il y a une dizaine de définitions qui est donnée de la résilience, selon qu'elle est plus ou moins descriptive ou plus ou moins normative. Enfin bon, on ne rentrera pas dans le détail, on voulait simplement vous faire toucher du doigt le fait que cette notion fait l'objet de discussions très nombreuses sur son sens même, ses domaines d'application, etc. Là, c'est juste une petite image pour illustrer certaines choses que véhicule aussi cette notion. Alors, on s'est intéressé aussi au domaine, alors, à la fois de diffusion et d'émergence. Hein, on aurait dû mettre les deux dans le titre. Hein. C'est-à-dire, en gros, si on comparait la notion à un virus, excusez-moi, c'est pas très flatteur, mais on pourrait dire plutôt quelque chose de plus positif, je cherche. Elle se déplace dans des milieux différents, elle migre, elle évolue. Donc, on a essayé de capter déjà au moins les univers dans lesquels la notion avait connu un fort développement. Donc, il y a cette dimension, cet univers, disons, de la physique des matériaux, qui est l'univers premier, finalement, dans lequel elle est apparue. Assez rapidement, l'univers de l'écologie, de la gestion de l'environnement, à partir des années 70. L'univers de la psychologie du traumatisme en particulier, à la fois psychologie classique et psychanalyse, et santé publique, donc assez tôt aussi. Elle s'est très fortement développée un peu plus tard dans l'univers du business, de la finance internationale et de la macroéconomie. De la planification urbaine, il y a énormément de littérature. Si vous croisez Resilience et Urban Planification ou urbain, vous avez des tombereaux de littérature. Les politiques de développement humanitaire, c'est un peu plus récent, en fait, hein, on va le voir après dans les temporalités.
les politiques de sécurité, là aussi très grosse littérature sur résilience et politique de sécurité, à la fois sécurité, je dirais militaire, mais surtout en fait les débats sur la sécurité globale, hein, c'est-à-dire à la fois tous les débats onusiens dans les années 90 sur la sécurité humaine, hein, c'est-à-dire comment concevoir les questions de sécurité globale du point de vue de l'humain, de l'individu, et dans la littérature ou les analyses sur la sécurité, la défense civile en fait, hein, tous les écrits sur prendre en compte la notion de sécurité, en gros en associant les populations. C'est aussi un domaine où la notion de résilience est très exposante. Alors, de manière très comment dirais-je, brutale et basique, hein, on a regardé un peu l'émergence de ça, ce sont les occurrences du mot résilience dans les articles scientifiques sur la base de données, à partir de la base de données Scopus. Donc c'est plutôt la production scientifique, on va dire. Hein, c'est pas la production de documents, de politique ou autre. Hein, c'est la production scientifique, à la fois articles, conférences, bouquins, etc. Alors évidemment, tout ce que je viens de dire sur la diversité des sens là est fondu dans un seul graphique, malheureusement. Donc il faut avoir cette précaution à l'esprit, hein, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on mesure vraiment. En tout cas, on voit quand même rapidement. Et en faisant des analyses plus spécifiques par domaine, c'est-à-dire on a fait ces analyses en prenant uniquement les revues de médecine d'un côté, en prenant uniquement les revues d'environnement, en prenant les revues, etc. On a en gros les mêmes temporalités globales, quoi. La forme de la courbe diffère, mais il y a quelque chose qui se passe, on n'a pas encore clairement éclairci, autour des années 95, quoi, hein, qui donne une première impulsion. C'est des ordonnées, c'est les noms par an. C'est les nombres par an de publication. Par période. Oui, oui, parce que N est 100 000 à peu près. Hein. Donc vous avez 140 000, enfin 14 000 par an. Donc première périodisation, 95 avant-après. Quoi, hein. Ensuite, quand on regarde plus spécifiquement, non pas les articles où apparaissent le nom en général, mais où le nom apparaît dans le titre. Hein. On s'est dit que voilà, de mettre la résilience dans le titre, c'était peut-être un indicateur plus consistant, disons, de la diffusion de la résilience dans le titre. Voilà. Et donc là, une autre forme de courbe où on voit une inflexion une deuxième inflexion et peut-être une troisième autour des années 2000-2005. Voilà. Donc on a en gros des temporalités grossières 95-2005 hein, autour de cette émergence. Et là aussi, selon les domaines, la physique évidemment c'est plus tôt, l'environnement c'est plus tôt, mais tout ce qui est économie, finance, développement, etc., c'est l'explosion, c'est à partir de 2005 à peu près. Hein. Donc là, la pente qui monte en flèche à partir de 2007-2008. Donc ça, c'est des points de repère un peu globaux, hein, voilà, qui ne questionnent pas le sens, mais où on a cherché à regarder un peu une sorte de topographie hein, de la diffusion de la notion. Alors après, dans la littérature, il y a énormément d'interprétations hein, qui essayent de dire pourquoi la résilience, etc. Donc là aussi, on fait un peu un catalogue, excusez-nous, hein, c'est un travail un peu explorateur, mais on a repéré quelques grands registres d'explication hein, de cette explosion. Le premier registre d'explication, c'est de dire finalement, c'est l'avatar numéro X hein, de la pensée du risque, de l'intégration du risque dans la société, dans le sillage de Ulrich-Beck, etc. Donc la résilience, voilà, c'est la suite de vulnérabilité, etc. Bon, qui est probablement une explication, en tout cas un élément de contexte indéniable. Le deuxième élément d'explication, c'est de corréler ça à des événements marquants. Donc c'est vrai que le 11 septembre 2001 aux États-Unis marque clairement un changement au niveau de la politique américaine de sécurité, hein, qui se traduit aussi par la mise en place de Homeland Security, c'est-à-dire la sécurité au niveau de la nation, donc une reconfiguration de la manière de penser les questions de sécurité en intégrant le fait que, effectivement, le pays n'est plus un sanctuaire et peut être l'objet de menaces, etc. Et c'est intéressant de noter que c'est à peu près au même moment, et un petit peu avant d'ailleurs, en Grande-Bretagne, se passe la même chose, c'est-à-dire la mise en place d'un cabinet au niveau du ministre de l'Intérieur qui s'occupe de la pensée de la sécurité comme étant pouvant survenir de manière aléatoire, occasionnelle, de partout, etc. Donc se met en place des dispositifs politiques sur la question de sécurité. Le troisième élément d'explication, qui est mis en avant en tout cas par certains auteurs, c'est l'évolution de ce qu'on peut appeler l'approche compassionnelle, je ne sais pas trop, tout ce qui tourne autour de l'idée que les politiques se construisent aussi, qu'il y a une sorte de reconfiguration des politiques sur le fait de penser la souffrance des individus, de penser les individus
le CARE, etc. Bon, moi, je ne suis pas trop spécialiste de ça, mais je crois qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est un processus global, peut-être, plus ou moins, on ne sait pas trop. Le quatrième, la gouvernementalité néolibérale, là aussi, vous avez énormément d'auteurs qui assignent à l'explosion de la résilience le fait qu'elle soit en phase avec une forme de gouvernementalité libérale, de gestion des individus, liés au pouvoir, etc., dans une optique assez foucaldienne. Avec aussi beaucoup, voilà, la focale porte sur les individus et sur les communautés. Hein, c'est-à-dire, il y a deux niveaux dans lesquels les formes de gouvernement sont allouées, si je puis dire, individus et communautés, l'État n'étant présent que pour renforcer les capacités de la résilience de ces niveaux. Alors, enfin, un autre argument qui est évoqué, de dire, ben, finalement, cette notion, elle a beaucoup de pouvoir d'attraction du fait de son caractère systémique et inclusif, hein, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'articuler les choses, une critique qui va lui être faite, elle va l'intégrer en disant bah oui, c'est un élément du système, etc. Donc une capacité de la notion elle-même à être saisie et à être par des différents milieux où la pensée systémique, si je puis dire, est assez prégnante. Hein, donc ça fait beaucoup de milieux en fait. Après, on s'est interrogé, donc là c'était un peu une approche générale, on s'est dit comment arriver à saisir la façon dont la notion rentre dans le développement entre guillemets, c'est-à-dire comment on peut saisir ça. Donc on a continué d'explorer cette piste méthodologique de la bibliométrie, donc un peu grossière, mais qui donne des indications. Là vous avez, on a fait une analyse des occurrences sur le site de la Banque mondiale, hein, qui est assez bien fait pour ça, parce qu'il nous permet de faire des analyses en date, etc. Donc là, on voit bien que l'inflexion des documents utilisant la notion de résilience est surtout après 2005. Et quand on regarde plus précisément les références avant 2005, elles concernent pratiquement exclusivement la finance, hein, la macroéconomie finance, et l'Asie en fait. Hein. Donc il y a probablement une corrélation avec la crise asiatique, etc. Donc ça donne aussi des indications sur le fait que, ce ne sont que des hypothèses à ce stade, hein, que la résilience serait rentrée dans le monde du développement plutôt par la question du traitement des questions financières macroéconomiques et après peut-être plus tard, comme on va le voir, sur des questions plus de sécurité et de traitement des problèmes de conflit et de risque. Bon, voilà, c'est juste, je vais en terminer avec les cours pour ne pas vous assommer. On a aussi essayé dans la bibliométrie de repérer, de croiser le mot résilience avec des mots-clés Afrique, Asie, Amérique latine. Hein, parce que le mot-clé développement n'est pas utile, le développement est trop général. Hein, il y a le développement de l'enfant, le développement de l'humain, enfin, on n'arrive à rien. Par contre, en croisant avec des mots-clés géographiques, on voit aussi une nette croissance des publications sur ces continents, disons, à partir de, toujours pareil, 2000-2005. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'il y a des seuils, enfin qu'il y a des périodes critiques hein, dans la diffusion de la notion. Voilà. Donc après ces éléments plus généraux et globaux, on va rentrer maintenant dans une analyse plus spécifique et précise, que je vais confier à mon collègue Benoît, qui va enchaîner sur la diapo suivante par rapport au monde du développement. Donc spécifique et précise. Hein. Oui, moi j'étais global. Je vais commencer d'abord par continuer d'illustrer un tout petit peu on pourrait dire la diffusion, je me pousse, la diffusion du terme en l'illustrant vraiment d'une manière très ponctuelle, donc la diffusion de la notion de résilience dans le monde du développement. Donc simplement là, ici pour vous montrer que la prochaine version donc, des objectifs généraux de l'aide au développement, hein, puisque c'était quand même ça dont il s'agit, devrait inclure le terme résilience, il apparaît ici. Donc ici, ce que vous avez sous les yeux là, c'est les conclusions du groupe du travail du groupe qui s'appelle High Level Panel, hein, un de plus, donc de ce panel de haut niveau de personnes éminentes qui a été chargé par le secrétaire général des Nations Unies de proposer des objectifs post-2015, hein, puisque les objectifs du millénaire s'arrêtent en 2015, on ne va pas s'arrêter là, donc il en faut d'autres pour après 2015. Et donc, ils ont travaillé à ça. Et donc, dans le premier objectif qui reste la fin de la pauvreté, alors dans la version objectif du millénaire, je crois que c'était réduire la pauvreté, maintenant c'est finir avec la pauvreté, sans doute. La version antérieure donc, avait 3 sous-objectifs qui étaient de réduire par moitié le nombre de personnes en situation de pauvreté, de réduire de moitié le nombre de personnes qui ont faim, et puis il y avait une question sur l'emploi. Donc là, maintenant, on en a 4, avec la résilience qui apparaît clairement comme... mais dans cette version-là, uniquement liée, ceci dit,
aux désastres naturels. On va voir que ça ne se limite pas à ça. Autre illustration, donc c'est le report d'un autre groupe de haut niveau, hein, celui sur la durabilité globale, mondiale, qui avait été préparé dans le cadre de Rio plus 20 pour les discussions de Rio plus 20, et donc là qui propose d'avoir des gens résilients, mais aussi une planète résiliente, ce qui est sans doute une bonne idée. Petite illustration, mais là beaucoup plus ponctuelle, hein, on change d'échelle, mais donc qui est le fait que, par exemple, on va retrouver ce terme-là très fortement aujourd'hui dans la discussion autour du Sahel, une conférence qui a eu lieu à Nouakchott en octobre-novembre. Alors ça, c'est tout à fait le genre de référence de Véronique, hein, qui est donc un débat très lié aux questions de pastoralisme. Mais ce qui est intéressant, peut-être le plus intéressant ici, c'est que ce réseau régional d'éleveurs d'Afrique de l'Ouest, qui participe à cette conférence, il me semble, mentionne la notion de résilience, mais il fait le lien à la fois entre pastoralisme, résilience et sécurité, quoi. Et en gros, là, on a un lien qui est fait en disant, en gros, il faut quand même que vous nous aidiez si vous voulez que la région soit sûre, quoi, en quelque sorte, on pourrait dire. Et on passe par la case résilience pour discuter de ça. Alors, une autre illustration, qui est un jeu, là, ici, sur la résilience. Donc ça, c'est un jeu qui a été construit par l'ONG CARE pour s'entraîner à préparer des projets résilience. Donc, si vous voulez savoir faire des projets résilience, vous pouvez aller sur ce site ici. On a le lien? On ne l'a pas mis en place. Si, on l'a ou pas? Non, alors on va pas le faire, parce qu'on va perdre du temps. On pourra le faire si vous voulez après, si vous vous ennuyez. Donc, c'est une façon de s'entraîner, hein, pour savoir comment construire un projet résilience. On est dans la situation d'un agent de terrain, d'une ONG, qui doit construire un projet résilience dans un endroit donné. Alors, pour essayer d'être un peu plus précis quand même sur l'usage de la notion dans le monde du développement, d'abord quelques rappels sur la définition, mais en fait, où on voit que contrairement à ce que disait Denis par rapport au débat plus scientifique autour de la résilience, on a une très forte convergence des définitions proposées par les différents opérateurs. Donc là, ici, vous avez les définitions de la coopération anglaise, hein, DFID, de la coopération américaine, USAID, et de la Commission européenne, et à chaque fois, en gros, allez, pour faire court, c'est la capacité, alors, ça fait partie de la discussion, la capacité d'individus, de communautés, de familles, de villages, etc., à faire face à des chocs ou des stress sans compromettre leur perspective d'avenir, on pourrait dire. Mais on reviendra sans doute dans la discussion là-dessus, le fait qu'on va mettre dans la question des stress, on va mettre à la fois les tremblements de terre et les guerres civiles. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans le même... On rend équivalentes des choses qui sont peut-être un peu différentes du point de vue des humains. Alors ça, c'est une représentation qui, normalement, si vous n'avez pas compris les définitions, devrait vous aider. Hein, c'est-à-dire qu'on avait le développement ici, puis il y a un choc, et l'enjeu de la résilience, c'est de revenir sur le développement. Ça va? Alors, d'un point de vue plus opérationnel, parce qu'on est dans l'opérationnel, on est dans le monde du développement, on est dans l'action. Et donc ça, c'est une grille d'analyse qui est proposée par DFID. Donc comment réfléchir, analyser la problématique de la résilience. Alors, la première chose qu'il propose, c'est d'abord de savoir de qui on parle, ce qui est une bonne idée, là encore. Donc, est-ce que c'est la résilience d'un individu, d'un groupe, d'une communauté, d'une nation? Sachant que on peut parler de résilience de tout un tas de choses, hein, que ça peut être aussi bien des systèmes que des processus, voire des gens. Hein. Ce qu'il ne mentionne pas ici, mais enfin, ça pourrait. Alors après, il y a une perturbation qui va arriver, avec, dans la littérature, de manière un peu systématique, cette distinction entre choc et stress. Donc, choc, c'est le tremblement de terre, mais ça peut être aussi la guerre civile ou la flambée des prix, ou les criquets. Les stress, ça va être des pressions de plus long terme, hein, qui rendent difficile de... Je crois que la formulation que j'utilise, c'est finalement d'exploiter la totalité du potentiel que pourrait avoir une communauté ou un processus ou un système. Et donc ça peut être une érosion lente des ressources naturelles, le changement climatique, des choses comme ça qui vont stresser le système, le processus ou les gens. Et alors après, il va y avoir 3 attributs qui vont être déterminants pour savoir finalement comment est-ce qu'on va passer de ce choc, enfin comment on va faire face à ces chocs ou ces stress, et est-ce qu'on va aller vers le bas, vers le collapse, ou plutôt retrouver le chemin du développement comme on le voyait avant. Alors, il y a l'exposition, le degré d'exposition au choc, et tout le monde n'est pas exposé de la même façon. Il y a des endroits qui peuvent être plus ou moins protégés, d'autres pas.
Il y a la sensibilité, qui va dépendre beaucoup des ressources des gens, ou des groupes, ou des systèmes. La mobilité, par exemple, va être une caractéristique essentielle, un attribut essentiel pour déterminer la sensibilité au choc. Si vous pouvez fuir, effectivement, vous résistez sans doute mieux à une guerre civile que si vous ne pouvez pas fuir. En notant, par exemple, il y a un exemple qui est donné par DFID qui montre que 80% des victimes du tsunami étaient des femmes.